Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette deuxième partie du cours sur le champ magnétique. Alors la dernière fois, on s'est arrêté à la notion de superposition de deux champs magnétiques. Alors, le champ magnétique B, créé en un point M par plusieurs sources, comme des aimants, des fils électriques, ainsi de suite. Donc ce champ magnétique-là est égal à la somme vectorielle des champs magnétiques créés par chaque source. Donc c'est la somme du champ magnétique créé par chaque source. Et on écrit mathématiquement que B est égal à B1, donc c'est le champ magnétique créé par exemple par la première source, plus B2, le champ magnétique créé par la deuxième source, plus B3, donc jusqu'à Bn, si vous avez n sources par exemple. D'accord? C'est tout simplement la somme vectorielle des vecteurs, donc du champ magnétique créé par chaque source. Donc ça, c'est d'une manière générale. Dans ce cours, on s'intéresse à la somme vectorielle de deux champs magnétiques. Donc on va prendre des exemples pour comprendre. Alors donc nous avons ici deux aimants, donc deux sources du champ magnétique, l'aimant A1 et l'aimant A2. Donc, et on veut représenter le champ magnétique résultant au point M. D'accord? Donc pour représenter le champ magnétique résultant au point M, il faut d'abord représenter les champs magnétiques créés par chaque aimant, par chaque source. D'accord? Alors commençons par le champ magnétique créé par l'aimant A1. Alors pour déterminer le sens et la direction du champ magnétique B1 créé par l'aimant A1, il faut placer une aiguille aimantée au point M, dont le centre bien sûr est confondu avec le point M, et la direction c'est la direction de l'aimant A1. D'accord? Et pour déterminer les pôles de cette aiguille aimantée, il suffit donc de regarder au pôle de l'aimant A1. Nous avons ici le pôle nord, et donc pour qu'il y aura une attraction avec l'aiguille aimantée, on doit avoir ici donc un pôle sud, et ici donc un pôle nord par défaut. D'accord? Donc voici l'aiguille aimantée placée au point M, et donc nous avons vu que le sens du champ magnétique, par convention, il va du pôle sud vers le pôle nord. D'accord? Donc il va du pôle sud vers le pôle nord. D'accord? Et donc le sens, ça doit être quelque chose comme ça. Donc on va représenter le vecteur champ magnétique P1 comme ça. Alors, pour l'aimant A2, donc je vais utiliser donc une figure ici pour la clarté. Donc pour l'aimant A2, on va faire la même chose. On va placer une aiguille aimantée au point M. Donc le centre il doit toujours être confondu avec le point M. D'accord? Comme ça. Et la direction, c'est la direction de l'aimant A2 maintenant. Pour les pôles, donc ici nous avons le pôle nord, et donc ici on doit avoir le pôle sud, d'accord, ici le pôle nord. Donc voici l'aiguille aimantée. Et pour le champ magnétique, donc comme d'habitude, il va du pôle sud vers le pôle nord. Et donc on va voir le vecteur champ magnétique B2 créé par A2 est représenté comme ceci. Maintenant, donc ce qu'on cherche, c'est la superposition, c'est le champ magnétique résultant au point M. Donc, voici une figure contenant les deux représentations de B1 et B2 créées par A1 et A2. Pour donc représenter B, on va tout simplement utiliser la méthode du parallélogramme. Donc, parce que donc, ici on cherche à représenter géométriquement le vecteur champ magnétique résultant. Donc on va utiliser la méthode du parallélogramme. Et il faut savoir que cette méthode du parallélogramme, on l'utilise lorsque nous avons des vecteurs qui ont la même origine. Donc ici B1 et B2, ils ont la même origine et donc on peut utiliser cette méthode du parallélogramme. Donc ce qu'on fait, c'est la translation de chaque vecteur, la translation de B1 et B2, de sorte à former un parallélogramme. Et la résultante, c'est tout simplement la diagonale du parallélogramme ainsi formé. D'accord? Donc voici la résultante. Donc c'est le champ magnétique total B créé par les deux sources A1 et A2. Et on écrit mathématiquement que B est égal B1 plus B2, comme nous l'avons vu dans la définition. Donc ici nous avons deux sources, donc A1 et A2, et donc B est égal à B1 plus B2. Il faut faire attention avec les pôles des sources, d'accord? Parce que si j'inverse par exemple les pôles de A2 ou bien de A1, on obtient donc une représentation complètement différente, d'accord? On va prendre un exemple.
Donc, je vais inverser seulement les pôles de A1. D'accord? Donc, à ce moment-là, le champ magnétique créé par A1, donc le sens du champ magnétique créé par A1, donc P1, il doit avoir donc la même direction parce que je n'ai pas changé la direction, mais le sens il doit être changé. Pourquoi? Parce que nous avons ici le pôle sud, ça veut dire que lorsque je place maintenant l'aiguille aimantée au point M, il doit avoir donc le pôle nord en face du pôle sud. Donc, c'est l'inverse de ce que vous voyez ici. Et puisque le sens du champ magnétique, c'est du pôle sud vers le pôle nord, donc le sens de B1 il doit être dans cette direction-là. D'accord? Donc, voici B1. Pour B2, donc, j'ai rien changé, donc ça doit être toujours dans cette direction-là. Mais pour le vecteur champ magnétique résultant, donc maintenant, vous voyez que pour former le parallélogramme, il doit être ici. D'accord? Donc, on fait les translations de B1 et B2. Donc, voici le parallélogramme. Et la résultante, c'est la diagonale ainsi formée. D'accord? Donc, voici le champ magnétique B. Donc, en échangeant seulement les pôles de A1, on obtient donc une représentation différente pour le champ magnétique résultant B. D'accord? Donc, il faut faire attention. Et bien sûr, puisqu'il s'agit toujours de deux sources, donc la somme, c'est B1 plus B2, la superposition de B1 et B2 créée par A1 et A2. Dans l'exercice 3 que vous trouverez sur la chaîne, j'ai laissé A1 comme vous le voyez ici, mais j'ai échangé les pôles de A2 et on obtient encore une représentation différente. D'accord? Donc il faut faire attention. Il faut tout simplement utiliser toujours les définitions. D'accord? Placer l'aiguille aimantée au point M. Le sens du champ magnétique c'est du pôle sud vers le pôle nord. Donc si vous maîtrisez ces deux propriétés, vous allez toujours avoir donc la bonne représentation du champ magnétique total. D'accord? Passons à la dernière section de ce cours qui est le champ magnétique terrestre. Alors, donc pour mettre en évidence l'existence du champ magnétique terrestre, ce qu'on fait, on place plusieurs boussoles ou bien des aiguilles aimantées dans une région de l'espace loin de toute source apparente du champ magnétique. Ça veut dire que vous allez prendre plusieurs aiguilles aimantées et vous les placer dans une région où il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de circuit parcouru par un courant électrique, il n'y a pas donc de masse importante qui interagit avec les aimants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de source pour créer un champ magnétique parce que si vous avez une source de champ magnétique, donc l'aiguille aimantée, il va donc s'incliner, donc il va faire des rotations autour de l'axe vertical. Mais ici, donc, on va choisir une région de l'espace où il n'y a pas de source pour le champ magnétique. Cependant, ce qu'on observe, on observe que les aiguilles aimantées, donc, ils se mettent donc, à faire des rotations autour de l'axe vertical. D'accord? Et après quelques oscillations, après quelques rotations donc, autour de l'axe vertical, nous constatons que toutes les aiguilles, elles s'orientent suivant la même direction. Donc, elles s'orientent vers le sol. Donc, il y a un champ magnétique, même loin donc, de toute source apparente, il y a un champ magnétique qui a donc affecté le mouvement de ces aiguilles aimantées. Et puisque toutes les aiguilles donc, elles s'orientent suivant la même direction, on constate que c'est le même champ magnétique. Et ce champ magnétique, c'est ce qu'on appelle le champ magnétique terrestre. Et on le note par B indice T. Donc c'est le champ magnétique créé par la Terre. D'accord? Donc en l'absence de toute source de magnétisme, une aiguille aimantée bien sûr, elle est libre de s'orienter dans le plan vertical. Mais donc ce qu'on constate, c'est qu'il s'incline vers le sol en indiquant donc une direction particulière, donc celle du champ magnétique terrestre, le champ magnétique local ou bien le champ magnétique terrestre. Alors, les effets de ce champ magnétique terrestre, ils sont assimilables à ceux créés par un aimant droit. C'est pour cela, donc, vous voyez toujours dans les figures qui représentent le champ magnétique terrestre, on place un aimant droit donc, au centre. Ça veut dire que les effets, donc le champ magnétique terrestre, il a les mêmes effets qu'un aimant droit, d'accord, placé au centre de la Terre. Mais donc, dans la réalité, le champ magnétique terrestre, l'origine de ce champ magnétique terrestre, est produit par le noyau externe de la Terre. Donc il y a une couche liquide ou bien fluide constituée en majorité de fer et de nickel. Et puisque le noyau est un conducteur, le fer et le nickel ce sont des conducteurs d'électricité, et donc il peut être parcouru par du courant électrique et donc engendrer finalement un champ magnétique local, donc c'est le champ magnétique terrestre.
Alors, on peut imaginer la Terre comme un aimant géant présentant deux pôles, le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique. Et le pôle nord de l'aimant, il pointe vers le pôle sud magnétique, tandis que le pôle sud de l'aimant, il pointe vers le pôle nord magnétique. D'accord? Et pour les lignes de champ, donc il sort toujours, bien sûr, du pôle nord vers le pôle sud de l'aimant. Mais ici, on parle des lignes de champ magnétique terrestres. Donc on dit qu'ils sont orientés du pôle sud magnétique vers le pôle nord magnétique. D'accord? Nous avons ici des pôles géographiques, donc le pôle nord géographique et le pôle sud géographique. Donc ils sont bien sûr liés à l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Et vous remarquez ici que les pôles magnétiques et les pôles géographiques, donc ils ne sont pas situés au même endroit. Il y a entre eux un angle, noté C par D, avec un chapeau. Alors pour décrire l'angle D, ici, je dois vous donner quelques définitions. Donc ici, j'ai écrit tout simplement ce que je viens de dire. Maintenant, on va prendre un point M du globe terrestre, un point M qui appartient à la Terre. Donc je représente M ici par ce point-là. D'accord? Alors, on appelle le méridien géographique le plan vertical, donc le plan vertical qui contient le point M, d'accord? Et l'axe de rotation de la Terre, ça veut dire l'axe, le nord géographique. Donc c'est ce plan-là. Il s'appelle le plan du méridien géographique. On va définir aussi le plan du méridien magnétique. Donc le méridien magnétique, c'est le plan vertical contenant la direction du champ magnétique terrestre, bien sûr. D'accord? Donc c'est le plan du méridien magnétique. Donc l'angle D entre les deux, que vous voyez ici, l'angle D entre les deux plans, elle s'appelle la déclinaison magnétique. D'accord? C'est l'angle mesuré entre les deux plans. D'accord? Donc on peut conclure que le champ magnétique terrestre point M est caractérisé par un vecteur champ magnétique BT qui est contenu dans le plan du méridien magnétique. Et bien sûr, la direction et le sens de ce champ magnétique terrestre est indiqué par une aiguille aimantée placée au point M. Normalement, une aiguille aimantée suspendue à un fil, elle va s'incliner vers le bas. Nous avons dit au début que lorsqu'on place plusieurs aiguilles aimantées dans une région de l'espace, loin de toute source apparente du champ magnétique, donc on constate que toutes les aiguilles, donc, elles vont s'incliner vers le sol, d'accord? Et donc ici, l'aiguille aimantée, comme vous voyez sur cette figure-là, donc il s'incline vers le bas et prend une direction faisant un angle I avec l'horizontale, d'accord? Donc on peut dire que le vecteur champ magnétique terrestre, BT, et il peut être donc décomposé en une composante horizontale, donc BH que vous voyez ici. BH, il est dirigé vers le nord magnétique. Et il y a aussi une composante, B indice V, donc verticale, qui se dirige vers le centre de la Terre. Donc imaginez que vous avez le centre de la Terre, donc la composante BV, elle se dirige vers le centre de la Terre. Et donc, le vecteur champ magnétique BT est la somme vectorielle de BV et BH. D'accord? Donc on va écrire que le champ magnétique terrestre B peut être décomposé en une composante horizontale BH dirigée vers le nord magnétique, d'accord? Et une composante verticale dirigée vers le centre de la Terre. Donc voici l'expression mathématique du vecteur champ magnétique terrestre. Donc bien sûr, on peut imaginer ici que nous avons un parallélogramme, donc deux vecteurs champ magnétique qui ont la même origine. Donc la somme vectorielle des deux, c'est tout simplement le vecteur champ résultant, donc le champ magnétique terrestre. Donc pour l'angle I ici, c'est un angle qui s'appelle l'inclinaison magnétique d'un lieu, d'accord? C'est l'angle entre le champ magnétique terrestre et sa composante horizontale. Et les comptées positives, ça veut dire que cet angle-là est positif, quand le pôle nord de l'aiguille aimantée pointe vers le sol. D'accord? Quand le pôle nord de l'aiguille aimantée pointe vers le sol. C'est le cas dans l'hémisphère nord. Ça veut dire le cas dans l'hémisphère nord. D'accord? Fait l'angle I entre BH et BT, il est toujours positif.
D'accord? Et les quantités négatives, bien sûr, dans le cas contraire, si vous êtes dans l'hémisphère sud. D'accord? Et dans les exercices, parfois, on va vous demander de, bien sûr, calculer l'intensité, disons, de ce vecteur champ magnétique terrestre. Donc, pour le faire, donc, je vais prendre ici un exemple des situations qu'on peut rencontrer dans les exercices. Donc, imaginons que nous avons ici la surface de la Terre. Donc, voici un point M que nous allons prendre sur cette surface-là. Alors, le vecteur champ magnétique horizontal, donc la composante horizontale du vecteur champ magnétique, qui pointe vers donc, le pôle magnétique de l'hémisphère nord, et les perpendiculaires, bien sûr, à la composante verticale du champ magnétique, qui pointe vers donc, le centre de la Terre. Donc, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. D'accord? Alors, le vecteur champ magnétique terrestre total, c'est donc la somme vectorielle des deux. Et nous avons dit que ce vecteur champ magnétique terrestre, il fait un angle I, donc c'est l'angle d'inclinaison magnétique entre BT et BH. D'accord? C'est l'angle I. Alors, donc à partir de cette figure-là, je peux dire que donc, le cosinus de cet angle-là, I, c'est quoi? C'est le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est la valeur de cette composante-là, BH, divisé par l'hypoténuse, qui est la valeur de ce vecteur-là, qui est donc BT. Donc ce qu'on cherche, c'est la valeur du champ magnétique terrestre. Donc BT est égal tout simplement à BH divisé par cosinus I. Donc si on veut dans les exercices la valeur de BH et la valeur de cet angle-là, donc il est facile de calculer l'intensité du champ magnétique terrestre. Donc on va rencontrer d'autres situations dans les exercices. Donc pour le moment, je vais m'arrêter ici. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.